Les sans domicile fixe, le point zéro de la pyramide. Au bas de tout, il n'y a pas le silence, mais le bruit des moteurs la nuit. C'est le son de près de 900 000 vies qui dorment dehors chaque soir en Europe. Et encore, ce chiffre ne compte que les visibles, pas ceux coincés entre un canapé d'amis et un abri d'urgence. Ici, la rue n'est plus un accident, c'est devenu un phénomène social à part entière. Leur monde n'a plus de frontières entre le public et le privé. Le lit, c'est un coin de métro. Le mur, une toile de tente. Le seul verrou, c'est la fatigue. Certains trouvent refuge dans des centres d'accueil, d'autres alternent entre la rue, l'hôpital, le foyer. Chaque nuit dépend d'une place libre, d'un hiver moins rude, d'un peu de chance. En Europe, avoir un toit devient un privilège. Les causes se mélangent, loyer qui flambe, emploi précaire, rupture, santé mentale fragile, et dans les grandes villes, même ceux qui travaillent glissent parfois jusqu'à la rue. Les journées se résument à chercher un repas, un abri, un peu de chaleur. Le pouvoir d'achat n'existe plus ici. Pas de budget pour se laver, se soigner ou simplement se reposer. Les sans-abri ne sont plus vraiment dans la société. Ils gravitent autour d'elle comme des satellites sans orbite. Et cette base invisible de la pyramide nous rappelle une vérité brutale. Il suffit d'un accident, d'une maladie ou d'un licenciement pour tomber soi-même du mauvais côté du trottoir. Les travailleurs non qualifiés, la main qui fait tourner la ville sans jamais la posséder. Sans eux, les cafés ferment, les hôtels se vident et les rues s'encrassent. Pourtant, ils restent à la marge. On les appelle les travailleurs non qualifiés. Un mot injuste parce qu'il n'y a rien d'inqualifié dans le fait de nettoyer des bureaux, de faire tourner une cuisine ou de vider les poubelles d'une ville encore endormie. Ces métiers exigent vitesse, endurance et une précision que peu supporteraient au long cours. En France, près d'un emploi sur 5, 18,8% précisément, entre dans cette catégorie. Majoritairement dans la restauration, le nettoyage ou la logistique. Ces travailleurs enchaînent horaires décalés, contrats courts et salaires qui flirtent avec le minimum légal. Quand le loyer et la nourriture sont payés, il ne reste presque rien. Leur quotidien est rude, réveil avant l'aube, trajet long, journée qui s'étire tard dans la nuit. Certains cumulent 2 emplois, d'autres sautent de mission en mission. Ce n'est pas le manque d'efforts qui bloque, c'est le système, où les places stables se transmettent plus qu'elles ne se gagnent. Et le paradoxe est cruel, leur travail est indispensable, mais leur présence invisible. Sans eux, tout s'arrête, mais on ne les regarde jamais vraiment. Fatigue physique, peur du licenciement, impression d'être interchangeable, la lassitude finit par s'installer. Ils portent le confort des autres sur leurs épaules sans jamais en profiter eux-mêmes. Les travailleurs pauvres, salariés mais toujours dans le rouge. Travailler ne suffit plus. C'est l'horreur moderne, bosser à plein temps et rester pauvre quand même. On appelle ça la pauvreté en emploi quand ton revenu tombe sous les 60% du revenu médian, même avec un contrat, un salaire et toutes les cases du bon citoyen coché. En Europe, près de 8% des travailleurs vivent cette réalité. Là où le salaire minimum ne couvre plus le logement, l'énergie ou le transport, la pauvreté s'installe même chez ceux qui bossent sans relâche. Les causes se répètent. Bas salaire, contrat précaire, temps partiel imposé. Et ici, la pauvreté ne frappe pas seulement les emplois non qualifiés. Elle touche aussi ceux qui travaillent dur, souvent avec de vraies compétences, mais pour des salaires trop faibles pour vivre dignement. Caissiers, aide à domicile, vendeurs, agents logistiques, livreurs. Beaucoup rentrent le soir avec la sensation d'avoir travaillé toute la journée pour rester immobile. Les loisirs disparaissent, les soins attendent et les fins de mois se gagnent à crédit. Travailler ici ne protège plus, il entretient juste la survie. Psychologiquement, le coût est immense. Certains gardent la foi dans le mérite, d'autres finissent par s'effondrer et épuisés de courir après une stabilité qu'ils ne rattraperont jamais. La honte, la fatigue et le sentiment d'être coincé deviennent une seule et même émotion, l'usure. Les ouvriers col bleu, l'ossature industrielle de l'Europe. Si l'Europe a un cœur battant, ce sont ses usines, et ceux qui les maintiennent en vie malgré le bruit et la fatigue. Les ouvriers col bleu forment cette classe de travailleurs manuels, héritiers des mines, de la sidérurgie et des chaînes de montage. Leur travail se compte en gestes répétés. Souder, visser, soulever, réparer. Derrière chaque produit fabriqué en Europe, il y a une main calleuse, une combinaison tachée, une expertise souvent sous-évaluée. Cette catégorie n'a jamais disparu, elle s'est transformée, réorganisée autour de la logistique, de la maintenance industrielle et de la production automatisée. On les trouve dans les zones industrielles éloignées des centres urbains, ces villes moyennes dont le paysage se résume à des hangars et des parkings de camions. C'est là que tourne encore une grande partie de l'économie réelle. Production automobile en Allemagne, industrie métallurgique et agroalimentaire en France, construction mécanique et logistique dans les bassins de la Ruhr et du Grand Est. Leur quotidien suit le rythme des cars. Réveil à 4h du matin, 13 minutes de pause, sirène de fin de poste. Le week-end, les mêmes bars, les mêmes pavillons, les mêmes sujets. Salaire, sécurité d'emploi, retraite. Leur sécurité financière dépend d'un seul salaire, parfois d'une prime annuelle, rarement d'une épargne solide. Et derrière cette stabilité apparente, la peur de la robotisation grandit. Voir une machine exécuter plus vite, plus précisément, c'est entrevoir sa propre obsolescence. Les travailleurs des services, les visages fatigués du confort moderne.
Les travailleurs des services, ce ne sont pas seulement les caissiers et les livreurs, ce sont aussi les infirmiers, les enseignants, les éducateurs, les agents publics, les techniciens, les hôtesses de l'air, les conducteurs de bus, tous ceux qui maintiennent les écoles ouvertes, les hôpitaux en marche, les villes en mouvement. Ils gagnent mieux leur vie que d'autres, mais paient ce salaire en heures volées, au sommeil et à la famille. Des soignants qui enchaînent les gardes, des professeurs qui préparent leurs cours après dîner, des éducateurs qui portent la détresse des autres sur leurs épaules. Leur vie matérielle semble souvent stable, un salaire régulier, parfois un logement acheté à crédit, quelques semaines de congé, mais cette stabilité dans de nombreux pays reste fragile. Les charges augmentent plus vite que les revenus. L'inflation grignote chaque année un peu plus de leur pouvoir d'achat. Le confort qu'ils entretiennent pour les autres devient celui qu'ils peinent à préserver pour eux-mêmes. Ici, la précarité ne se mesure plus en euros, mais en énergie. Le corps fatigue, le mental flanche. Certains finissent par quitter leur métier, non pas par faute de vocation, mais parce qu'ils n'ont plus la force d'y croire, tandis que d'autres tiennent encore par devoir ou par peur de tomber plus bas. Et pourtant, ce sont ceux qui portent la promesse du service public, du soin, de la transmission. Ils représentent une classe intermédiaire à la fois admirée et oubliée, celle qui a tout fait comme il faut, études, concours, stabilité, et qui découvre que même le mérite ne protège plus de l'usure. Demain, on leur promet la modernisation, la digitalisation, le bien-être au travail. Mais pour beaucoup, ces mots sonnent creux. Ils continuent d'avancer, sourire professionnel au visage, cœur en veille, en espérant qu'un jour, servir ne rime plus avec s'épuiser. Les petits entrepreneurs, l'illusion du contrôle. Être son propre patron, c'est grisant, jusqu'à ce que tu réalises que ton nouveau boss, c'est le stress. Artisans, restaurateurs, graphistes, boulangers, coiffeuses, chauffeurs à leur compte, seuls, ils paraissent modestes. Ensemble, ils forment une grande part du moteur économique européen. Sur le papier, tout semble idyllique. Liberté, autonomie, passion. Mais derrière cette image, la réalité est souvent plus rude. 10, parfois 12 heures de travail par jour, 6 jours sur 7, pour des revenus qui ne suivent pas toujours. Les clients paient tard, les charges tombent vite, et un seul mois difficile peut faire vaciller tout l'équilibre. Beaucoup financent leur activité avec leur économie personnelle, ou simplement avec de l'espoir. Horaires mouvants, téléphone toujours allumé, vie privée en veille, et quand la faillite frappe, il n'y a pas de parachute. Parfois même, les économies familiales y passent. Certains ont choisi cette voie pour fuir le salariat, d'autres par passion ou par nécessité, mais la liberté qu'ils cherchaient s'est souvent changée en vigilance constante. Peur du contrôle fiscal, d'un fournisseur, d'une mauvaise saison. Leur stress est unique. Pas d'ordre à recevoir, mais personne non plus pour partager le poids. Entre l'artisan de Lyon, la tenancière de Naples ou le vendeur de Valence, l'histoire se répète. Débrouille, fatigue et espoir têtu. Ils vivent sur la frontière fragile entre autonomie et précarité, symbole d'un rêve libéral où la liberté s'obtient souvent au prix de l'épuisement. Les cols blancs, le confort sous tension. Derrière les ordinateurs climatisés, une autre classe travaille dur pour maintenir les apparences de stabilité. Les cols blancs, c'est la population des bureaux. Assistants, comptables, RH, consultants, banquiers, agents administratifs, ceux qui font tourner l'économie invisible entre tableurs et réunions sans fin. Leur emploi exige souvent des études longues et des compétences précises, mais leur sécurité reste dans bien des cas aussi fragile que leur cloud de documents. Sur le papier, tout semble parfait. Salaire stable, horaire décent, bureau tempéré. En réalité, c'est un tapis roulant numérique rythmé par les restructurations. Les objectifs y grimpent plus vite que les salaires et une anxiété de fond qui s'installe. Ils vivent bien, mais rarement tranquilles. Crédit immobilier lourd, épargne étroite, mail à minuit, sommeil léger. Sous le vernis du succès, la fatigue s'accumule. Burn-out, pression constante, peur de l'échec. Voilà la face cachée du confort moderne. Ils sont bien habillés, bien connectés, bien assis, et pourtant suspendus à la peur de tomber. Parce qu'ici, même le bureau climatisé n'est plus un refuge, c'est juste une autre forme de précarité, polie, silencieuse et parfaitement présentable. Les gens de terre, quand la propriété devient pouvoir. Certains possèdent encore des hectares transmis depuis des générations. D'autres, 3 siècles plus tard, rêvent juste d'un balcon. Au sommet discret de la pyramide sociale, une élite foncière perdure, transformée, modernisée, mais intacte dans son essence. En Europe, une poignée de grandes fermes ou d'entreprises agricoles détient la majorité des terres cultivées. Autrement dit, à peine 3% d'entre elles contrôlent plus de la moitié du sol du continent. Et pendant que ces grandes structures s'étendent, des millions de petites fermes disparaissent. Ce n'est plus une noblesse de sang, mais une noblesse d'actifs. Les comptes d'hier ont laissé place à des holdings familiaux et des fonds d'investissement. Derrière les champs et les vignobles se cachent des montagnes juridiques complexes, où la propriété se compte en part sociale plutôt qu'en titre de noblesse. Ces entités gèrent parfois des millions d'hectares profitant des subventions européennes qui profitent surtout aux plus grands. La terre devient un levier, elle garantit la trésorerie, attire les aides et offre une influence discrète dans les conseils locaux. Posséder la terre, c'est dominer le reste, et cette domination s'exerce en silence. Prestige et invisibilité vont de pair. Pendant que la campagne change de visage, ceux d'en bas continuent d'entretenir les terres de ceux d'en haut.
Les élites politiques, ceux qui écrivent les règles du jeu. On les voit peu, mais leur influence se glisse partout. Ce sont les élites politiques. Ministres, conseillers, hauts fonctionnaires, lobbyistes, chefs de parti, ceux qui ne subissent pas le système, mais le conçoivent. En France, leur trajectoire commence souvent dans les grandes écoles, Sciences Po, Polytechnique, ou Feu, l'ENA, devenu depuis l'Institut national du service public. Là, on apprend à manier le langage du pouvoir, mesuré, technocratique et sûr de lui. Ces formations ouvrent les portes des grands corps de l'État, inspection des finances, conseil d'État, préfectoral, où se dessinent les politiques publiques avant même qu'elles n'arrivent au Parlement. Une fois lancées, beaucoup de ces décideurs passent sans heurts des cabinets ministériels aux entreprises publiques, puis au conseil d'administration. En France, on appelle cela le pantouflage. Les mêmes noms reviennent sous différents titres, au gré des gouvernements et des conjonctures, comme dans un jeu de chaises musicales où les perdants sont rares. Mais ce pouvoir ne se joue pas qu'au sein des institutions, il se cultive aussi dans les cercles d'influence et les clubs privés. À Paris, le siècle en est l'exemple le plus connu. Un dîner mensuel où se croisent ministres, PDG, journalistes et hauts fonctionnaires. Rien ne s'y décide officiellement, mais là que s'esquissent souvent les alliances de demain. Leurs armes principales, c'est le langage. Ce sont eux qui imposent les mots. Réforme, crise, modernisation. Répétés dans les médias, ces termes finissent par façonner notre perception du réel. L'économie devient une équation, la crise une variable. Derrière ces discours policés, la distance avec le reste du pays se creuse. Là où la crise est un graphique, pas une facture. Où l'Europe est un projet, pas un prix à la pompe, cette élite n'est pas forcément malveillante, souvent elle est simplement déconnectée. Et tant que les clés du système resteront entre les mêmes mains, celles passées par les mêmes écoles, les mêmes dîners, les mêmes cercles, le reste du pays continuera de regarder la scène depuis la salle du fond. Les oligarques, quand la richesse écrit la loi. Ils ne défilent pas, ils investissent. Leur pouvoir ne se compte pas en voix mais en parts de marché. L'Europe a longtemps cru que le mot oligarque appartenait à l'Est. Pourtant, le continent en abrite sa propre version. Des milliardaires du luxe, de la finance ou de l'énergie. En France, l'économie et les médias tournent autour de quelques noms. Arnaud, Bolloré, Niel, Pinault. En Allemagne, des familles comme les Kant ou les Rehmann dominent l'industrie. Leur pouvoir ne vient pas seulement de l'argent, mais de la concentration. Quelques groupes contrôlent une large part des médias, des marchés et de l'influence politique. Ils financent les campagnes, inspirent les lois et placent leurs alliés au bon endroit. Leur discrétion est leur meilleure armure. Pendant qu'ils apparaissent dans les classements Forbes, leur fortune se cache derrière des sociétés écrans au Luxembourg ou aux Pays-Bas. Ici, la richesse ne s'exhibe pas, elle s'administre. Ce n'est plus la noblesse des terres, mais celle des bilans. Ces fortunes façonnent les goûts, les récits et parfois les décisions. Leur empire est silencieux, mais il structure tout. Le prix du logement, le contenu des journaux, la direction d'un pays. Dans un continent qui se veut démocratique, ils forment la dernière aristocratie, celle dont le sceptre se cache derrière un logo. La royauté est le pouvoir qui ne travaille pas. Ils n'ont plus de sceptre, mais le monde continue de s'incliner. Les rois, les reines, les princes, vestiges d'un autre âge et pourtant toujours au sommet du prestige européen. Leur pouvoir n'a pas disparu, il s'est transformé. Ce n'est plus celui de gouverner, mais celui de représenter et de posséder. Leurs couronnes sont symboliques, mais leurs fortunes ne le sont pas. Au Royaume-Uni, le Crown Estate vaut près de 18 milliards d'euros. Il ne décide plus des lois, mais influence toujours les récits. Dans les médias, le tourisme et l'imaginaire collectif. Chaque mariage, chaque scandale devient un épisode de série nationale. Les familles royales sont devenues des marques. On ne les élit pas, on les consomme. Et dans un monde saturé d'incertitudes, elles vendent l'illusion de la stabilité. Le royaume incarne un lien entre passé et présent, un pouvoir qui ne travaille pas, mais qui rassure. Car ici, tout change, sauf le symbole. Les trônes deviennent des studios, les sceptres, des micros. Mais certains continuent de naître au-dessus de la mêlée et de vivre de la révérence des autres.